Le cloisonnement atrial. Eh bien, imaginons que le cloisonnement auriculo-ventriculaire soit fait, atrio-ventriculaire soit fait, ce qui est quand même évidemment un événement primitif. Et continuons par dire que deuxièmement, il faut qu'on se dépêche, que deuxièmement, il y a un cloisonnement de l'étage atrial. C'est bien ce qui se passe. À l'étage de l'oreillette primitive, qui reçoit au passage les différents vaisseaux veineux dont on a parlé tout à l'heure, se développent des cloisons d'origine endocardique. Et il y a deux cloisons qui se forment. Tout d'abord, premièrement, voilà, j'ai été trop vite, une cloison qui se forme. Ici, on imagine qu'on a ouvert l'oreillette primitive par sa face ventrale, par sa face antérieure, et qu'on regarde. On voit que dans le fond, il y a l'arrivée d'un certain nombre de vaisseaux, on ne va pas les décrire pour l'instant, mais on voit qu'au niveau de l'oreillette primitive ici, une cloison se développe classiquement de haut en bas et d'arrière en avant, et vient former une lame pratiquement complète entre la partie gauche de l'atrium primitif et la partie droite, entre la future oreillette gauche et la future oreillette droite. Très bien. Cette cloison-là, ça s'appelle le septum primum, et il se trouve qu'elle laisse persister à sa partie basse et antérieure un petit orifice ici qui permet pendant la vie embryonnaire à ce stade le passage de sang d'un côté à l'autre. Ostium primum. Cet ostium primum, il est en place. On dit que le septum primum se forme comme une cloison pratiquement sagittale médiane au niveau de l'oreillette primitive, développée encore une fois de haut en bas et d'arrière en avant, et laissant persister à sa partie basse, tiens, tout près de la région atrio-ventriculaire, en laissant persister un ostium primum. Deuxième élément, après la formation du septum primum, une deuxième cloison se forme, c'est toujours le même plan de vue, une deuxième cloison qu'on va appeler, difficile, septum secondum, se forme et se développe, elle, dans un sens un peu différent du précédent. Elle commence à se former de haut en bas et d'avant en arrière. Et va commencer à venir recouvrir sur son flanc droit le septum primum. Mais le septum primum qui s'est un tout petit peu modifié. Et c'est un tout petit peu modifié, je ne sais pas si vous avez remarqué entre les deux schémas. Parce que l'ostium primum ici a disparu, totalement disparu, et qu'il est apparu un deuxième trou, mais qui n'est plus du tout au même endroit, qui est en haut et en arrière, pratiquement au niveau où on vient de dire que commençait à se former le septum secondum. Et là, il y a un élément important à connaître et à décrire. En même temps que commence à apparaître le septum secondum, le septum primum a continué sa croissance vers le bas et vers l'avant, de telle façon que l'ostium primum se trouve totalement fermé. Totalement fermé, ça empêcherait théoriquement le passage du sang d'un côté vers l'autre. Sauf que la poursuite de la croissance du septum primum vers le bas et vers l'avant, l'oblitération de l'ostium primum, ici, s'accompagne de déhiscence de la partie autre du septum primum et de l'apparition d'un nouvel orifice, d'un deuxième orifice, qui s'appelle l'ostium secondum. L'ostium secondum, qu'on ne s'y trompe pas, il appartient au septum primum et pas au septum secondum. C'est pour ça que je vous l'ai présenté de cette façon. Alors, si vous voulez qu'on le représente d'une autre façon, plus simple peut-être en chronologie, on va reprendre. Le septum primum est une cloison qui apparaît comme une cloison sagittale, qui apparaît en premier, comme son nom l'indique, et qui va se développer de haut en bas et d'arrière en avant pour commencer à cloisonner l'étage atrial, à cloisonner l'oreillette primitive. Ce cloisonnement laisse persister à la partie basse du système un orifice qu'on appelle ostium primum. Mais progressivement, l'ostium primum va rétrécir, diminuer, totalement disparaître, en même temps qu'apparaissent à la partie haute, c'est-à-dire ici, du septum primum,
en même temps qu'apparaissent à ce niveau des déhiscences, des perforations, des trous si vous voulez, et que se crée ici un ostium secondum. Ce qui fait qu'à tout moment de l'évolution du septum primum, il persiste une communication entre future oreillette droite et future oreillette gauche. Et c'est en complément de ce septum primum, maintenant pourvu de son ostium secondum, que vient se développer une deuxième cloison qui est plus épaisse que la précédente, qui est située à droite de la précédente, qui est de même nature, c'est une structure conjonctive qui se développe, mais dans une direction différente, puisqu'elle se développe, regardez le sens de la flèche et le schéma, de haut en bas et d'avant en arrière. Ce qui fait que le septum secondum vient recouvrir le septum primum sur son flanc droit. Il le recouvre presque totalement, mais laisse persister ici un orifice de telle façon que pendant toute la vie fœtale, après même la formation du septum secondum, comme les pressions de circulation du côté droit et du côté gauche sont identiques pendant la vie fœtale, il y a anatomiquement une possibilité de passage de sang du côté droit vers le côté gauche ou du côté gauche vers le côté droit. Il y a deux cloisons qui se forment, qui séparent une oreillette droite et une oreillette gauche. Mais ces deux cloisons, une fois formées, à la fin de la période embryonnaire, si vous voulez une date approximative, une fois formées, ces deux cloisons forment effectivement un système de deux membranes ou deux feuillets qui séparent le côté droit du côté gauche, mais ces deux feuillets sont tous les deux percés d'un orifice. Et les conditions hémodynamiques permettent que physiologiquement, pendant toute la fin de la période, pendant le peu de fin de la période embryonnaire, et pendant toute la période fœtale, il y a un passage de sang d'un côté à l'autre. Il y a un shunt qui s'établisse à ce niveau. Le cloisonnement cardiaque pendant la période embryonnaire aboutit à la formation de deux cloisons interauriculaires, de deux septums interatriaux si vous préférez, mais qui permettent pendant toute la fin de la vie fœtale, jusqu'à la naissance, l'existence d'un shunt par communication interauriculaire. Il y a une communication interauriculaire physiologique qui persiste au plan hémodynamique jusqu'à la fin de la grossesse, et je gage qu'on vous l'a déjà dit en cours de physiologie. Pourquoi est-ce que ce shunt persiste? Parce que le cloisonnement interatrial a cette particularité d'organisation. Au passage, c'est pendant cette époque, c'est pendant cette période où se produit le cloisonnement interatrial, interauriculaire, que les éléments du sinus veineux se trouvent incorporés dans la paroi atriale. Ces éléments du sinus veineux, pour l'instant, sont essentiellement les éléments du retour veineux vers le côté droit qui vont aboutir à la constitution de la veine cave supérieure, de la veine cave inférieure et du sinus coronaire. Tous ces éléments sont incorporés dans la paroi atriale et on ne décrit plus en anatomie de l'adulte un sinus veineux authentique séparé de la cavité atriale droite. Au passage aussi, pendant la même période, des vaisseaux qui n'existaient pas jusque-là, parallèlement au développement des poumons, vont former des réseaux, des plexus dans ce territoire et venir se connecter à l'oreillette gauche, formant évidemment les veines pulmonaires qui se connectent, de la petite circulation qui se connecte à l'atrium gauche.